Bonjour à tous et bienvenue dans la semaine de l'écho sur France 24. Trop c'est trop, écrit Martine Aubry dans une tribune au Monde. La maire de Lille tire à boulet rouge sur la politique du gouvernement, notamment sur sa réforme du Code du travail. La loi El Khomri, j'irai jusqu'au bout. Il n'y a pas un début de proposition contre-attaque Manuel Valls. La gauche est divisée. La loi El Khomri est-elle une réforme de droite? Peut-elle être un instrument efficace contre le chômage? Va-t-elle trop loin dans la flexibilité? Le chômage a baissé au mois de janvier en France. Le nombre de demandeurs d'emploi a reculé de 27 900 pour atteindre les 3,5 millions de chômeurs. Alors comment interpréter ce chiffre? Est-ce une diminution en trompe-l'œil? Et puis réunion à Bruxelles sur la question des migrants dominés par les tensions entre la Grèce et l'Autriche. Vienne reproche à Athènes de ne pas suffisamment protéger la frontière extérieure de l'Union européenne. De leur côté, les Hongrois ont décidé d'organiser un référendum sur les quotas de migrants dans leur pays. En Grande-Bretagne, le maire de Londres, Boris Johnson, s'engage pour le Brexit contre le Premier ministre David Cameron. Brexit, migrants, austérité, l'Europe va-t-elle exploser ? Et on en parle avec mes invités. J'ai avec moi Céline Antonin, bonjour, économiste à l'OFCE. Merci d'être avec nous. Stanislas de Bensman, vous êtes président de Croissance Plus, bonjour. Et Jean-Dominique Giuliani, président de la Fondation Robert Schuman. Bonjour Jean-Dominique Giuliani. Alors la loi El Khomri fait des remous, vous l'aurez compris, à gauche. Trop, c'est trop, écrit Martine Aubry dans une tribune au Monde. Mais Manuel Valls ira jusqu'au bout. La loi El Khomri est-elle une réforme de droite? Peut-elle être un instrument efficace contre le chômage? Va-t-elle trop loin dans la flexibilité? Quelques réactions et on en débat ensuite. Cette question sur les licenciements, qu'on regarde ce que coûte un licenciement en Allemagne, qu'on regarde le temps qu'il faut pour licencier par rapport à la France. Bien sûr, il y a des améliorations à faire, mais on ne me fera pas croire. On ne me fera pas croire qu'on rendra les entreprises plus compétitives en fragilisant les salariés. Est-ce que ça mérite une grève? Moi, je pense que oui. Au titre de Force ouvrière, on pense qu'une loi de ce type, compte tenu des enjeux et des dégâts qu'elle va provoquer chez les salariés, c'est une forme de désengage du droit du travail, qu'il faut dire les choses clairement, ça mériterait une réaction forte des salariés. Je crois qu'il y a beaucoup de confusion. Quand je vois que ma loi permet de travailler 60 heures par semaine, c'est faux. Quand je vois que ma loi permet de ne pas payer les astreintes, c'est faux. Donc il me semble que la confusion orchestrée qu'il y a ici ou là ne permet pas d'avoir un débat qui est utile pour notre démocratie. Céline Antonin, ce projet est-il favorable aux patrons au détriment des salariés? Alors, c'est vrai qu'à première lecture, on pourrait y voir effectivement un projet qui est plutôt favorable aux patrons, puisque en fait, il donne davantage de gages aux entreprises sur les coûts, par exemple, d'un licenciement. Ça permet de plafonner effectivement les indemnités. Donc, effectivement, on a l'impression qu'il est plutôt favorable au patronat plutôt qu'aux salariés. Mais surtout, je crois qu'il oublie un grand pan, finalement, puisque ce qu'on voit, c'est qu'en réalité, la flexibilité, bon, c'est bien. Dans certains pays, ça a fait ses preuves. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a cette flexibilité qui va avec la sécurité. Et c'est vrai que là, dans ce projet, il me semble qu'on a oublié un grand aspect important. C'est bien de vouloir effectivement être pragmatique, donner de la confiance aux entreprises, donner de la sécurité aux entreprises. De la visibilité. Tout à fait. Ça, c'est plutôt une bonne chose. En revanche, ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est que le vrai problème de l'emploi aujourd'hui en France, il ne vient pas que du problème de flexibilité, parce que si vous lisez les études, notamment de l'OCDE, vous voyez que ce n'est pas vraiment là qu'est le problème. Le vrai problème, il vient du déficit de mobilité. Ça, c'est une vraie question, de la mobilité interprofessionnelle, de la formation aussi. Et moi, la mobilité ne viendra pas avec plus de flexibilité? Non, pas forcément. Enfin, je veux dire, ça peut être un moyen d'y arriver, mais je veux dire, il faut à côté de ça, sur la formation professionnelle, il y a une vraie réflexion à avoir qui, à mon avis, ne va pas du tout assez loin. Donc, je crois qu'on marche finalement pas tout à fait sur ces deux jambes. On a un volet sans avoir l'autre. Et du coup, moi, je m'attends pas à des miracles en termes de création flexibilité d'emploi. sans sécurité. Stanislas de Bensman, est-ce que c'est un monstre libéral ou est-ce que finalement, il s'attaque aux vraies rigidités du marché du travail, ce projet? D'abord, c'est bien qu'on mette ça sur la table pour avoir une discussion de fond, parce que effectivement, la France a peu bougé ces dernières années et, comme on le disait à un instant, l'agilité du marché du travail est vraiment une composante nécessaire à la réussite de notre économie. Pour vous, il s'attaque aux vraies rigidités du marché du travail, donc, non, ce projet? il s'attaque à... Sur le plafonnement des indemnités, sur non. Ce que je dis, c'est que le sujet est important à traiter et que, bien entendu, les thèmes dont on parle sont les thèmes de la rigidité du marché du travail. Maintenant, est-ce que ça va solutionner le chômage? On ne va pas du tout assez loin. Hein. On ouvre des portes.
Mais on parle de déverrouiller les 35 heures, il n'y a pratiquement aucun élément pour déverrouiller les 35 heures. On dit, il y a un assouplissement sur le temps de travail, en tout cas. Oui, Hein. enfin, à la marge, il n'y a aucune nécessité pour les organisations syndicales de le négocier, donc probablement il n'y aura aucun accord trouvé. Si vous voulez, ça ouvre des portes, il y a des discussions, il y a des bons points aussi, hein, il y a des bons points dans cette loi, mais lesquels? faire un monstre libéral, effectivement, plafonner et surtout sécuriser les licenciements économiques pour donner un cadre clair au chef d'entreprise quand il est en situation de perte de compétitivité, ça c'est un élément positif qu'il faut noter. Mais franchement, ça va dans la bonne direction de façon très faible. Ça ne va pas assez loin sur le temps de travail, est-ce que vous dites? Entre autres sur le temps de travail, entre autres sur le coût du licenciement dans notre pays, c'est des éléments qui c'est bien de le baramiser, mais ça reste très très élevé. Le coût du licenciement reste pour des petites entreprises. Et du coup, elles n'embauchent pas, c'est ce que vous voulez dire? Mais bien sûr, tout le monde le sait très bien. D'ailleurs, enfin, on commence à avoir la classe politique qui en prend conscience, et on commence à dire que si on veut débloquer le recrutement dans les petites entreprises, il va falloir vraiment permettre à ces entreprises-là de ne pas mourir chaque fois qu'elles ont un prud'homme, ce qui est le cas aujourd'hui. Jean-Dominique Giuliani, est-ce que la France se rapproche un petit peu justement des réformes du marché du travail d'autres pays européens avec cette loi El Khomri? Oui, nous sommes très en retard. En réalité, quand on se compare, on s'aperçoit qu'il y a quelques bons points dans cette loi, mais qu'on est très loin d'avoir un marché du travail fluide, avec un environnement des affaires et des entreprises qui soit porté, suscité, favorisé par l'État. Nous payons en réalité des années de langue de bois où on a protégé les insiders, ceux qui ont un boulot, au détriment des autres, à commencer par les jeunes. Et nous avons énormément de retard. Donc ça va dans le bon sens. Donc plafonnement d'indemnité, licenciement économique encadré, pour vous, ça va dans le bon sens? C'est le minimum à faire pour que la France... Vous comprenez ce qui se passe en France? Nous perdons les sièges sociaux, désormais des grands groupes industriels, si vous voulez les noms. Ça a à voir avec la flexibilité. Mais bien sûr. Et en plus, nous savons que nous avons un gros déficit pour les petites entreprises et que c'est là que se fait vraiment l'emploi et même peut-être les nouvelles technologies de l'avenir. Donc elles souffrent 2 fois plus. Elles n'embauchent pas parce qu'elles ne peuvent pas avoir une liberté de travail comme elles ont partout ailleurs, y compris en Europe et bien sûr dans le monde démocratique. Et de surcroît, on protège ceux qui ont un boulot. Du côté des travailleurs, justement, qu'est-ce qui peut se passer? Oui, alors non, moi je voulais juste revenir sur l'aspect Europe. C'est vrai qu'on a eu beaucoup de réformes du marché du travail. On a eu les réformes Hartz en Allemagne, on a eu une réforme... Donc ça s'en rapproche en fait. En Italie. Alors ça s'en rapproche un peu, mais la différence, c'est que par exemple en Allemagne, c'est vrai qu'on a mis aussi l'accent sur la formation. Enfin, je veux dire... Une formation qui est personnalisée, d'après ce que j'ai lu en Allemagne. Tout à fait, donc qui n'est pas... Alors qu'en France... Et alors déjà, l'apprentissage, c'est quand même beaucoup plus développé en Allemagne qu'en France. Donc je veux dire, il y a vraiment des moyens qui sont mis pour justement permettre aux gens de retrouver un emploi. Il y a des moyens mis en France aussi, on a 34 milliards d'euros pour la formation chaque année, mais 5 chômeurs sur 6 n'en voient pas la couleur. Voilà, n'en bénéficient pas, ça bénéficie surtout aux fonctionnaires et aux gens qui sont dans l'entreprise, mais peu aux chômeurs et aux jeunes, alors que c'est eux qui devraient alors pourquoi ne le font-ils pas? A priori, ça devrait, comme vous dites, ça devrait être le volet sécurité de flexibilité. Pas seulement sécurité, c'est un volet indispensable à la montée en gamme de notre économie qui fait effectivement notre emploi, notre développement. On a 4% donc vous avez seulement tout à de fait mobilité. raison. Pourquoi l'avoir abandonné dans ce projet de loi? C'est dommage parce que pourtant c'était quand même un aspect qui était important. Et ça dérange? On a organisé autour des syndicats cette formation professionnelle. On a retenu pour moi essentiellement je dirais pas des mesurettes, mais on a retenu certains aspects et c'est dommage de ne pas avoir ce volet-là parce que c'est celui-là qui va créer de l'emploi. C'est pas le fait de dire, prenons le CDI par exemple. Sur le CDI, vous avez des pays qui sont plus protecteurs que la France. Même en Allemagne, les CDI sont protégés. Mais alors on a oublié le contrat de travail unique en France justement. Oui, mais alors ça c'est pas non plus une panacée. Mais en fait, la France, la spécificité par rapport aux voisins, c'est qu'elle surprotège l'emploi précaire, donc les CDD notamment. Donc vous voyez qu'en fait, c'est pas forcément sur le CDI où on l'attendrait que la protection est plus importante. Mais à mon avis, il manque vraiment un aspect crucial de cette réforme et c'est l'aspect qui aurait pu faire de la création d'emplois et d'éviter qu'il y ait des gens pas formés et des entreprises. Vous le disiez tout à l'heure, en fait les entreprises elles ont aussi un problème d'embauche parce qu'elles ne trouvent pas des gens qualifiés ou compétents dans leur domaine. Bien sûr. Non, mais sur la qualification, là-dessus, on est tout à fait d'accord. C'est le sujet central qui va nous permettre de sortir de ce chômage de masse. Pourquoi le MEDEF ne le défend pas plus? On n'entend pas beaucoup le MEDEF sur cet aspect formation. C'est un tort parce que la formation, c'est peut-être effectivement, vous l'avez esquissé, un outil qui est tellement imbriqué dans le financement des partis et d'un certain nombre d'organisations patronales que peut-être ça devient un espèce de tabou. En tous les cas, c'est le cœur de la réforme que l'on doit mettre en œuvre pour sortir du chômage. Et qui n'est pas sur la table. Mais vous savez, je voudrais quand même dire que l'Allemagne, qui a des éléments de rigidité aussi,
Elle a un chômage partiel beaucoup plus souple que nous. Elle a une fiscalité sur le travail beaucoup plus faible. Donc il y a des éléments très très petits puissants jobs aussi. en Allemagne, oui, les mini-jobs. Donc tout ça que nous n'avons pas. Donc quand vous mettez à la suite tous les avantages que l'Allemagne a donnés, en plus de l'agilité de son marché du travail, aux entreprises, vous avez des éléments puissants de compétitivité que nous n'avons pas aujourd'hui. Mais la France, juste un mot, en fait, la France préfère avoir des chômeurs bien indemnisés et l'Allemagne préfère avoir des travailleurs quitte à ce qu'ils soient plus pauvres. En fait, il y a un choix là derrière. Il y a un choix de société. Oui, dramatique. On peut Jean-Dominique corriger, Giuliani. c'est vrai qu'il y a des petits jobs, mais c'est vrai que c'est compensé par des transferts sociaux très importants et parfois supérieurs à ce qu'on connaît en France. Les jobs servent d'adaptation, voilà, de variable exactement. d'ajustement. Mais je prends un Ils n'ont exemple. pas de plafonnement d'indemnité, d'ailleurs, en Allemagne. Hein. Non, absolument pas. Mais justement. en plus, vous pouvez avoir accès à des régimes sociaux très favorables lorsque Et un vous avez chèque des petits formation. jobs. Et par exemple, quand vous êtes étudiant à Heidelberg, qui est une université prestigieuse, vous allez vous embaucher dans un magasin, vendre des fringues, etc. Vous avez un petit job. Hein, et puis, si vous travaillez bien, vous pouvez, en sortant de la fac, trouver dans l'entreprise un travail ou avoir accès à ces formations, à l'apprentissage, etc. Et si jamais vous n'avez pas accès au marché du travail, à ce moment-là, il y a un système par les lenders qui vous prend en charge et qui est souvent plus généreux que ce qu'on trouve en France. Donc dommage d'avoir oublié la formation. Le chômage a baissé, juste, je voudrais vous faire réagir, Céline Antonin. 27 900 demandeurs d'emploi en moins le mois dernier. Est-ce que c'est une véritable baisse du chômage? Il y a un problème de défaut d'actualisation, en fait. Donc du coup, on ne peut pas en conclure grand-chose. De manière générale, quand vous avez une baisse sur un mois, on ne peut rien en conclure parce qu'il faut regarder la tendance sur plus longue durée. Ce qu'on voit, c'est plutôt encourageant sur les jeunes, c'est-à-dire qu'on a une baisse qui semble pérenne. En revanche, sur les seniors, il semble qu'il y a un gros problème sur l'emploi. Et en réalité, de ce chiffre, on ne peut rien en tirer. Donc je resterai très très prudente, d'autant qu'il faut un 4 de croissance pour avoir une baisse du chômage et on n'y est pas encore. Donc on n'est pas dans cette fameuse inversion de la courbe du chômage. Il y a 2,5 millions de chômeurs longue durée encore en France. Rendez-vous le 9 mars, en tout cas, jour de la présentation au Conseil des ministres de la loi El Khomri. Merci à tous les trois. C'est la fin de cette première partie. Vous restez avec nous. Juste après le journal, on fait la deuxième et on va parler d'Europe.